Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter rapidement. Je suis donc Madame Tramontin, la présidente du syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique de l'Accro. Nappe phréatique de l'Accro. Vous avez... Voilà. Donc nappe phréatique de l'Accro, dont la vocation principale et de préserver et d'avoir une gestion durable de cette nappe phréatique. Le CIMCRO est un établissement public qui regroupe en son comité syndical les élus des collectivités territoriales, de 16 communes sur le territoire, mais pas que. Comme on est un syndicat mixte ouvert élargi, on a la possibilité et la chance d'avoir au sein de notre comité syndical la Chambre d'agriculture, des représentants du Grand Port Maritime de Marseille, ainsi que des représentants de l'Union du canal commun d'irrigation qui dessert le territoire. Donc là, sur cette diapo, vous avez la matérialisation de la nappe phréatique qui fait à peu près 550 km² et qui se dessine sur un territoire qui va d'Arles à Salon de Provence jusqu'à Fos-sur-Mer. Voilà, on est sur une forme un peu triangulaire de la nappe phréatique. Donc, c'est une nappe qui a une spécificité de recharge naturelle que je vais vous exposer dans quelques instants, mais c'est une nappe phréatique en gros de 500 millions de mètres cubes et qui va desservir plusieurs usages sur ce territoire. Bien sûr, vous le voyez dans la légende, un usage agricole, puisqu'elle sert à l'agriculture, un usage d'eau potable, puisqu'elle dessert, elle alimente en eau potable 270 000 habitants de ce territoire, un usage industriel, puisqu'il ne vous a pas échappé que la zone de Fos-sur-Mer, avec le Grand Port Maritime de Marseille, est un site à forte activité économique qui vitalise aussi ce territoire. Donc, la nappe phréatique dessert aussi les activités économiques, pas que le Grand Port Maritime de Marseille, puisque nous avons des bases militaires d'importance sur ce territoire qui sont aussi desservies, et elle dessert, elle participe, cette nappe phréatique, bien sûr, au maintien des zones humides. Voilà pour l'explication un peu de cette nappe phréatique. Maintenant, la grande originalité de cette nappe, c'est son mode de recharge, puisque nous, on bénéficie par la prise d'eau sur le canal EDF, le canal principal que vous voyez, qui arrive du bassin versant de la Durance et forcément de Serponçon, qui fonctionne un peu comme le château d'eau de ce territoire. Donc, on a l'eau qui arrive de Serponçon via le bassin de la Durance par un canal principal qui arrive sur ce territoire dans un but premier d'irriguer les prairies de Foin-de-Crau. C'est la diapo, la photo que vous avez en suivant. Donc, l'eau arrive par ces canaux d'irrigation. Ces canaux d'irrigation, par un jeu de martelières que vous voyez qui sont baissés ou enlevés, va permettre à l'eau d'irriguer et de submerger la prairie que vous voyez. Et c'est comme ça que la culture du foin-de-crau s'opère. Une fois que la prairie est irriguée, 70% de l'eau qui ne part pas à la plante redescend à la nappe phréatique et procède à la recharge de la nappe phréatique. Donc, vous voyez bien que cette nappe, elle est à 70% rechargée par l'irrigation des prairies pour la culture du foin-de-crau et à 30% par les eaux de pluie. Voilà la recharge actuelle de cette nappe. Donc, oui, voilà. Donc, vous avez un certain nombre de zones humides qui sont effectivement alimentées par la nappe,
des marais, l'étang d'Entresaint qui est un bel exemple de biodiversité sur ce territoire, des marais, même des marais temporaires. Donc, on est vraiment sur un maintien des zones humides et surtout sur la contribution de ces mêmes zones humides sur la qualité de l'eau de surface avant l'infiltration dans la nappe phréatique pour la recharge. Vous en avez un exemple là sous les yeux, où effectivement, en amont du point de captage d'eau potable matérialisé en bleu, vous avez une forêt alluviale qui participe à la filtration, j'ai envie de dire, des eaux jusqu'au captage pour y filtrer les nitrates, les pesticides, tous les polluants qu'on pourrait envisager et qui permet effectivement d'avoir une eau de qualité en arrivant au point de captage. Voilà. Donc, on a aussi une contribution à la recharge de la nappe par le stockage d'eau, forcément, dans les zones humides. Hein. Madame la députée le spécifiait tout à l'heure, ça fonctionne un peu comme une éponge qui retient l'eau l'hiver et qui va lentement la redonner, la recharger à la nappe quand les besoins s'en font sentir. Donc voilà, on est vraiment sur des systèmes qu'il faut bien sûr préserver pour qu'on puisse maintenir cette biodiversité sur ce territoire. Quelques exemples aussi de canaux dans les marais, de toutes les activités au niveau du cadre de vie et des activités récréatives qu'on peut trouver sur l'étang d'Entresaint et la nécessaire préservation, j'ai envie de dire, d'une biodiversité en matière de faune et de flore. Donc là, on vous a matérialisé sur ce territoire toutes les zones humides qui sont alimentées par la nappe, hein, qu'elles soient en termes que ce soit des marais, que ce soit des étangs, que ce soit des forêts alluviales, et vous voyez qu'on a une large zone en bordure de la côte de Fos, qui est un effleurement de la nappe et qui sur laquelle on est attaché à préserver et à mener un certain nombre d'études sur cette préservation. Donc, vous voyez dans les zones un peu en violet et les zones violettes et bleues qu'on a mené une étude qu'on a nommée étude ressources stratégiques il y a quelques mois, qui visait à identifier des zones de sauvegarde autour des captages d'eau potable exploités actuellement, zones de sauvegarde justement pour border un large périmètre autour du captage d'eau potable existant et préserver ces territoires d'activités qui pourraient être polluantes pour le captage. Et on a aussi identifié dans cette même étude des zones de sauvegarde non exploitées actuellement. Donc ça veut dire que c'est une projection de captage complémentaire à effectuer sur ce territoire en fonction des besoins croissants en eau, hein, qu'ils soient liés à l'activité économique, à la croissance démographique. Donc, du coup, ces zones de sauvegarde non exploitées actuellement, dans cette étude, on a fait une projection sur l'accroissement de la population, les besoins en eau et la volumétrie qu'on serait en capacité d'envisager sur ces nouvelles zones. Et on s'est très vite aperçu qu'il fallait qu'on revoie un peu notre copie à la baisse parce que sur les volumes qu'on avait envisagés sur ces nouvelles zones de sauvegarde, l'incidence sur le maintien des zones humides était plus que prégnant. Donc, on a une vraie interaction
entre la nappe phréatique, sa recharge, son exploitation actuelle et future, et le maintien et l'alimentation des zones humides de ce territoire. Donc, nous, ce qu'on envisage pour la suite et pour le maintien, d'une part, c'est à travers toutes ces études d'avoir acté le fait que la nappe phréatique participe à la préservation des zones humides. Hein, et notre objectif, c'est vraiment la gestion équilibrée de cette nappe phréatique, mais je pense qu'on l'a déjà abordé avec les intervenants précédents. On est tous soumis à une pression foncière sur nos territoires. Donc, ce qui nous amène, nous, à envisager un schéma d'aménagement de gestion des eaux sur l'Accro pour justement avoir la possibilité de mener cette gestion concertée et de pouvoir avoir un outil institutionnel qui soit opposable dans les PLU et les PLUI. On a commencé ce travail avec une étude qu'on a appelée Synergie, sur laquelle on a envisagé un certain nombre de scénarios en fonction des modifications du changement climatique, en fonction de la ressource en eau qui pourrait diminuer, puisque nous, on a une grande interaction avec ce que Serre-Ponçon nous donne comme volumétrie d'eau sur ce territoire. Et cette étude prospective nous a amené aussi à nous poser la problématique des niveaux de la nappe phréatique, les seuils, les niveaux minimaux sous lesquels on ne doit pas aller pour maintenir l'activité, la vie de ce territoire et le maintien de l'ensemble de ces zones. Je vous remercie.